En France, on a l'école qui est rentrée dans l'ère du numérique autour de 2012. Il y a des concepts d'algorithmique qui sont présents dès l'école primaire. En Suisse, un plan d'action en faveur de l'éducation numérique a été mis en place en 2018, donc avec aussi pour objectif d'assurer dans les 5 ans la généralisation de connaissances et de compétences numériques auprès de tous les élèves. On peut se demander qu'est-ce qui fait que les filles ne se tournent pas ou peu vers ces filières-là. C'est là qu'intervient la socialisation de genre. Les modèles qui sont souvent proposés aux enfants peuvent être hétérogènes et conflictuels, notamment entre la famille et l'école. Donc les enfants ont souvent une part active dans cette socialisation de genre et dans leur appropriation. Le milieu scolaire n'est pas neutre dans ces processus de socialisation de genre. On sait que de nombreuses études ont été faites sur cette problématique et les savoirs sont sexués. Les interactions enseignants-élèves sont imprégnées par le genre. Les rôles modèles à l'école sont genrés. Donc Mosconi, Durubella ont notamment travaillé sur ces problématiques. Et une partie de cette socialisation de genre, ce sont les représentations qui sont données par les supports culturels, donc des médias, donc dessins animés, les films, mais aussi les livres, les manuels scolaires et enfin les jouets. C'est Mona Zegai qui a travaillé notamment sur ce sujet. Donc, elle a expliqué que les jouets participent dans le même temps à leur construction, leur cohérence interne et leur maintien dans le temps, en diffusant des représentations sexuées de l'ordre social. Le problème principal, c'est que ces jouets qui sont donc genrés ne font pas du tout développer les mêmes habilités. En septembre 2019, une charte gouvernementale a été signée pour empêcher notamment les catalogues de jouets de mettre des catégories bleues et roses avec des jouets très genrés. Ils trouvent quand même des moyens de faire comprendre à quelle catégorie appartient quel type de jouet. Et on sait que ce marketing genré a un impact, puisqu'il y a une étude en 2020 qui a été faite qui montrait que le design des boîtes de jeux, même si le jeu à l'intérieur est le même, fait que les adultes n'ont pas la même attitude avec le jeu. Donc, par exemple, donc c'était une boîte de jeux de construction qui avait pour cible les filles de par son marketing. Et on voyait que les mères passaient plus de temps à lire la notice que vraiment à faire le jeu de construction avec leurs enfants. Alors que quand le jeu était une boîte bleue avec un petit garçon, les mères passaient plus de temps à construire à ce moment-là. Je me suis repenchée sur les catalogues de jouets de Noël et on retrouve exactement les mêmes problématiques qu'il y a quelques années, malgré cette absence de pages roses et bleues. En ce qui concerne les objets numériques, on a effectivement des jouets interactifs qui apparaissent dans les magasins de jouets. Ce qu'on voit généralement, c'est que quand on a des ordinateurs, il y a souvent un modèle rose, mais qui est toujours présenté en second plan, en plus petit, ce n'est pas le modèle initial. De temps en temps, on a un modèle que rose qui est là, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout les mêmes intentions qu'un modèle vert. Donc on va avoir plutôt un ordinateur qui fait journal intime, alors qu'on a un ordinateur vert qui va faire apprendre plein de choses. On peut voir aussi, donc ça c'est un peu plus vieux, c'était en 2016 que j'avais vu ça. On a des appareils photo pour les enfants. Et c'est pareil, on a d'un côté un appareil photo violet qui sert à prendre des selfies, qui fait studio de maquillage. Et puis on a l'appareil photo bleu qui est de la même marque, qui est exactement le même, qui propose des déformations de la voix, qui permet de faire des trucages. De l'autre côté, on a les robots. Ce qui est fascinant avec les robots, c'est qu'ils sont présents à différents endroits des catalogues de jouets. Ils sont présents dans les catégories plutôt qu'on va assimiler aux filles et plutôt qu'on va assimiler aux garçons, mais ils ne sont pas présentés du tout de la même façon. On a les robots pour filles. Alors déjà, ce ne sont pas des robots, ce sont des animaux magiques. Ils ont des capteurs magiques qui permettent d'interagir, mais ils ne sont pas du tout appelés des robots. De l'autre côté, on a des robots de combat, de guerre, voilà, qui sont en fait pas des robots. Ce sont des jouets télécommandés. Pourtant,
Quand on regarde les pages, il y a écrit robot, en gros, sur chacun des jouets. Les robots pour filles, qui sont généralement des animaux auxquels il faut prendre soin, qui sont dans la catégorie être tendance. Et puis, on a les robots pour garçons qui sont dans la catégorie conduire, piloter et décoller. On a un magazine de jeux en 2020 qui présentait une catégorie imaginée tout en rose avec écrit moi quand je rêve je suis sage comme une image. Et puis on a une catégorie bouger en vert avec écrit c'est pas ma faute si j'ai tout le temps la bougeotte. Encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Puis les filles sont confortées dans leurs conditions de femmes, donc que ce soit prendre soin des autres ou être belle. Et puis de l'autre côté, on a les garçons qui ont le choix entre utiliser le numérique pour apprendre, pour jouer, pour montrer leur performance sportive ou pour interagir avec des robots. J'ai cherché un petit peu auprès d'un autre support culturel, les albums de jeunesse et donc aussi les documentaires. Alors j'ai été agréablement surprise. Donc, on étudie de plus en plus les robots, on fait de plus en plus de documentaires là-dessus. Et autant il y a quelques années, j'avais récupéré des documentaires dans lesquels on pouvait vraiment compter le nombre de femmes et de filles sur une main. Et généralement, elles n'étaient pas du tout actrices du numérique. Donc, elles étaient à côté, elles regardaient un garçon faire ou, à la limite, elles utilisaient des robots peluches. Mais maintenant, on voit de plus en plus de documentaires qui ont des bonnes représentations, donc avec des femmes qui sont actives, qui programment, qui réparent. Ça contrebalance peut-être pas les jouets, mais c'est un point positif. Ensuite, on a les dessins animés, mais aussi les jeux vidéo qui sont de plus en plus présents dans les différents milieux de vie de l'enfant. Donc de la même façon que la littérature jeunesse, ces médias numériques sont vecteurs de stéréotypes de genre. Notamment grâce à un personnage bien connu issu de la pop culture américaine, qui est la figure du geek. Elle est apparue dans les années 80, au début c'était plutôt dans des séries et les films plutôt pour les adultes, mais finalement elle arrive dans les dessins animés. Donc ce personnage, il peut avoir des physiques et des styles variés. La seule chose finalement qui ne change pas, c'est que c'est un garçon féru de technologie. On a Phineas et Ferb, Code Lyoko, on a les nouveaux héros, on a un personnage de Pyjamasque, donc un dessin animé très à la mode chez les enfants actuellement. Et donc on voit que ce sont des dessins animés qui mettent majoritairement en scène des petits garçons qui sont acteurs du numérique et qui font généralement rire, qui sauvent le monde. La technologie leur confère toujours un certain pouvoir et une domination, bien sûr, sur ceux qui ne la maîtrisent pas. Il existe un dessin animé, je pense qu'il en existe quelques autres qui présentent des films et qui sont beaucoup moins connus. Et il y en a notamment un qui s'appelle Dot. Et c'est une petite fille. Et en fait, cette petite fille utilise les nouvelles technologies, mais de manière très quotidienne. Elle les utilise comme un enfant. On n'a pas du tout cette notion de sauver le monde, de faire des inventions toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Non, elle va apprendre à utiliser sa tablette pour appeler en FaceTime une amie qui est malade, par exemple. Les robots, on pourrait se dire que leur représentation dans les dessins animés pourrait être un peu plus, disons, mixte. Bon, ben, je vous le donne en mille, pas du tout. On a des dessins animés assez récents, donc on a Robocar Poly ou Robotrain, ou encore un peu plus vieux, on a Teen Titans Go. Les robots sont majoritairement masculins. Dans Robocar Poly et Robotrain, on a un personnage féminin qui est un robot. Donc à chaque fois, ce robot est plus petit. Il est rose avec un nœud dans les cheveux puisque bon, c'est une fille. Et généralement, ce robot a une fonction d'aide. Donc ça va être l'ambulance pour Robocar et pour l'autre, elle va réparer les autres et les aider. On a le personnage féminin qui est présenté comme si gentil, c'est merveilleux, alors que les autres, c'est rapide et courageux, fort et audacieux. Voilà. Cette absence du coup de modèle d'action chez les filles se retranscrit aussi dans les jeux vidéo. On a une étude qui date de 1991 qui était basée sur les jeux d'arcade qui montrait que 92% des jeux ne contenaient pas de personnages féminins. Et quand les personnages féminins étaient là, on avait 2% de personnages actifs et le reste, c'était des personnages à sauver. Dans les jeux vidéo plus récents, on retrouve de plus en plus de femmes et de personnages féminins, mais généralement, ces personnages féminins sont hyper sexualisés, se retrouvent souvent dans des situations de détresse,
Et les jeux vidéo les plus populaires ont souvent des thématiques assez masculinisées, comme par exemple la guerre. Mais pour inciter les filles à jouer aux jeux vidéo, il y a de la ressource, dans le marketing, puisqu'on a décidé de créer les jeux vidéo pour filles. Le nom m'embête un petit peu, puisqu'à partir du moment où on considère qu'il y a des jeux vidéo pour filles, ça veut dire que le reste, que l'on ne nommait pas, bah, ça veut dire qu'on sous-entend que ce sont des jeux vidéo pour garçons. Mais ce qui m'embête le plus, c'est surtout que ce monde-là, bon, qui est toujours très, très rose, a des thématiques bien précises. Donc, la mode, le maquillage, la cuisine, les bébés, l'amour et le soin des animaux. Donc, on conforte ici les petites filles dans des rôles très stéréotypés et le problème, c'est que ce sont des jeux très simples, qui sont peu engageants, peu stimulants, qui manquent d'évolution, des difficultés donc très faibles et qui ne nécessitent tout simplement pas un certain savoir-faire pour y arriver au bout. Donc, ces jeux ne peuvent pas permettre de développer une quelconque curiosité vers l'informatique ou vers le numérique. Alors que les jeux vidéo pour garçons, qui sont plus complexes, peuvent amener les petits garçons à s'intéresser aux différents matériels, à améliorer leurs performances, ce que les jeux pour filles ne permettent pas du tout. Quand on prend conscience de tout ça, notamment en tant que parent, on n'a pas trop envie, que notre, petite fille, s'intéresse aux jeux vidéo et on va plutôt l'orienter vers autre chose. Il y a un cercle vicieux puisque les filles, beh, ne jouent plus et l'évolution ne peut pas se faire. Est-ce que finalement la solution serait de ne plus exposer les enfants aux jeux vidéo? Bon, ben, non, puisqu'en fait même les enfants qui ne jouent pas aux jeux vidéo ont connaissance des stéréotypes qui y sont véhiculés. Du coup, on a des petits garçons qui sont de plus en plus incités à jouer aux jeux vidéo, notamment avec, les nombreux youtubeurs et streamers qui se filment en train de jouer à ces jeux. Donc certains d'entre eux sont très populaires, surtout auprès des enfants et notamment donc des petits garçons, ce qui peut les motiver à jouer à ces jeux qui ont l'air très intéressants et en plus, ça leur permet ensuite d'en discuter avec les copains à l'école, ce qui leur permet déjà de créer une communauté. Donc finalement, les différents modèles présentés par notre société, que ce soit les films, les séries, les dessins animés, la publicité ou encore les jouets, ne permettent pratiquement jamais aux filles de s'identifier comme étant actrices et pouvoir s'approprier le numérique. Est-ce que l'école pourrait avoir une influence? Durant mes recherches, j'ai observé les comportements, des enfants, notamment dans des cadres de séances, pédagogiques, d'utilisation d'enjeux pédagogiques sur ordinateur. Ce qu'on peut voir, c'est que, les filles et les garçons, ils n'ont pas du tout le même rapport, aux outils numériques. Donc la majorité des garçons entretiennent un rapport ludique avec les outils numériques, en les associant aux jeux vidéo, puisque c'est par cette entrée-là qu'eux découvrent le numérique. Et en plus, ils semblent fonctionner en tant que groupe. Donc ils s'entraident. Ce concert n'implique pas particulièrement l'enseignante et ils la sollicitent seulement pour lui montrer quand ils ont réussi, en fait. Ceux qui ne savent pas faire, ils se réfèrent généralement à ceux qui savent et non pas à l'enseignante. Donc on a de l'imitation qui se met en place et c'est comme ça qu'ils apprennent. On a une certaine émulation qui est créée dans les groupes. Ça, ils se motivent, ils sont tous impliqués, il y a des enjeux de compétition qui s'installent, mais une compétition assez positive puisque ça les pousse à aller plus loin, à continuer de s'entraîner pour réussir. D'un autre côté, on a des petites filles qui demandent davantage l'aide de l'enseignante, qui demandent beaucoup de validation, qui respectent les consignes, qui ne s'en éloignent pas. Ce qui renvoie au rôle qu'on attend entre guillemets «des petites filles» à l'école de toute façon. Mais, ça en plus de ça, ça semble ressortir des émotions plus négatives que les garçons, que ce soit du stress ou du découragement. J'ai pu, entendre une parole d'une petite fille qui m'a plutôt marquée, qui a dit: «Maîtresse, j'ai cassé l'ordinateur». Bon, bien sûr, cet enfant n'avait pas du tout cassé l'ordinateur, une fenêtre, s'était ouverte, il fallait simplement la fermer pour passer à la suite et on peut se dire que l'enseignante, n'y a pas prêté attention, elle lui a juste dit: «Bon, ben, on fait ça et puis on passe à la suite». Mais en fait, ça montre surtout que l'enfant a besoin de l'enseignante pour résoudre son problème, qu'elle ne se sent pas capable de surmonter, qu'elle pense avoir commis une énorme erreur et ça témoigne d'un certain stress finalement et ce stress qui n'est pas ressenti du tout par l'ensemble de la classe, mais vraiment majoritairement par des filles. On a pu aussi voir en classe des séances qui sollicitent des robots pédagogiques. On a pu observer que le temps de manipulation des garçons était bien supérieur à celui des filles.
Donc il y avait beaucoup de conflits au sein des binômes mixtes, donc le robot était souvent arraché des mains. Certains garçons refusaient de participer tout simplement s'ils n'avaient pas le robot dans les mains. Ils se mettaient à bouder, ils se mettaient en retrait. Ils pouvaient mentir à l'enseignante en affirmant que la petite fille l'avait eu pendant tout le long et qu'il n'y avait pas touché. Bon, ben, comme c'était filmé, on pouvait bien voir qu'il l'avait tout le long. Le problème, c'est quand les filles essayaient de récupérer l'outil, ça provoquait de grands drames avec des crises auprès de l'enseignante. Donc, à la fin de la séquence pédagogique sur les robots, il y avait beaucoup moins de conflits. Mais c'est pas parce que les enfants ont appris à travailler ensemble, mais tout simplement parce que les filles étaient beaucoup plus passives. Elles en avaient marre d'avoir des conflits. Donc, elles se mettaient plus en retrait. Par contre, dans les binômes de garçons, on avait très peu de conflits. Alors, on peut se demander si finalement ces petits garçons considèrent que les robots étaient à eux, et du coup, c'est OK de le prêter à un autre petit garçon, mais pas une fille. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces enfants, leurs parents avaient été interrogés, n'avaient jamais été en contact avec des robots. Donc, ces petits garçons ne savaient pas comment utiliser ces robots, pas plus que leurs camarades filles. Mais pourtant, on peut se dire que ça leur a donné une confiance en eux, donc cet environnement numérique genré, dans l'utilisation et l'appropriation de ces outils. On peut se demander quelle est l'influence que ça a plus tard. Le centre Hubertine-Auclair, qui a fait donc une étude très intéressante, très longue, qui montrait notamment l'intérêt pour ces filières, donc pour les filières du numérique, qui se construit de la même façon chez les filles et chez les garçons, donc par la pratique de jeux vidéo, donc qui est beaucoup plus assumée chez les garçons que chez les filles, et par la présence de figures initiatrices, notamment dans l'entourage familial. Ces figures initiatrices doivent être du même sexe que la personne qui va être influencée. Des lycéennes qui avaient un grand frère ou un père très intéressé par les technologies, du coup, elle ne s'y intéressait pas du tout. Alors que quand c'était des figures initiatrices plutôt féminines, là, on pouvait avoir un certain intérêt. Cette figure du geek fonctionne comme repoussoir pour celles et ceux qui ne s'y identifient pas, bon, majoritairement les filles. Les garçons ont plus de chances de s'y intéresser. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que pour les élèves, toutes les personnes qui travaillent dans l'informatique sont forcément rattachées à cette figure du geek. Et donc, ce geek montre qu'on ne peut pas juste être un petit peu intéressé par l'informatique pour s'y pencher. On est obligé d'être féru. Il faut être à fond, en fait. Ça doit être une passion pour prendre cette matière. On le voit parce que les filles ne choisissent jamais cette filière par défaut, alors que des garçons vont l'apprendre, pourquoi pas. Mais si les filles prennent NSI, c'est parce qu'elles l'ont choisi et que vraiment il y a différents facteurs qui leur ont permis de s'y intéresser précédemment. Mais aucune fille ne va se dire: «Ah ben pourquoi pas, numérique?» On peut s'interroger sur ceux qui pensent savoir se servir d'un ordinateur, mais qui n'arriveront pas à entrer dans les apprentissages parce qu'ils seront focalisés sur l'aspect ludique de l'outil, comme, certains des petits garçons, qui étaient dans la classe, donc c'était des enfants de CE1. Ou encore ces garçons qui n'ont pas du tout de prérequis dans ce domaine, mais qui prétendront en avoir pour entrer dans le groupe de leurs camarades masculins et qui passeront entre les mailles en les imitant et sans acquérir de compétences. Ce qui est assez positif, c'est qu'on voit de plus en plus de projets émerger. Néanmoins, ce sont souvent des projets qui vont toucher des filles qui s'y intéressent déjà un petit peu. Mais c'est quand même positif puisque ça peut permettre de conforter les filles qui s'y intéressent un petit peu dans, le fait que, OK, ça va être bien l'informatique, ça va être chouette. On fait beaucoup de rattrapage, donc par exemple, ces projets, qui sont à destination des collégiennes, des lycéennes ou, même à l'université. Donc voilà, c'est du rattrapage alors que si on s'y prenait dès l'enfance, on aurait plus de chances, d'avoir des petites filles, qui acquièrent, les mêmes compétences numériques, que les petits garçons et qui savent qu'elles en ont aussi des compétences parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'elles vont peut-être comprendre, avoir les mêmes compétences, mais ne pas penser qu'elles en ont assez pour s'y intéresser, alors que les petits garçons vont se dire: «Ah oui, bah, ça va, moi j'adore les jeux vidéo en fait, donc vraiment, la programmation c'est pour moi». On a aussi, la RoboCup Junior qui arrive en France, l'année prochaine. Et donc la RoboCup Junior, c'est une compétition de robotique internationale. En fait, ce qui a été, demandé par les organisateurs cette année, c'est que chaque équipe de robotique présente au moins une fille, sinon ils n'ont pas le droit de s'inscrire.
Au sein de l'éducation nationale, on a eu les grenelles de l'éducation, en 2020 et on voit que, même s'ils s'intéressent au numérique, ces problématiques de genre ne sont pas encore, au centre de leurs préoccupations. Isabelle Collet a demandé à ce que, on s'y intéresse, qu'on ait un axe, de réflexion autour, du genre. Bon, ça rentre dans une sous-catégorie, voilà. La problématique du genre n'est pas du tout au centre du numérique. Alors que des travaux, existent depuis un petit moment, notamment ceux d'Isabelle Collet, qui, datent, de sa thèse, donc ça commence à faire, presque une vingtaine d'années et c'est que récemment qu'on commence à s'y intéresser. Mes recherches en cours, je l'espère, vont permettre de faire aussi évoluer ces représentations puisque, moi je m'intéresse à ce qui se passe du côté de l'enfant. Donc comment ils vivent, toutes ces expériences, de socialisation, que ce soit leur environnement physique, leur interaction avec, leur famille, leurs interactions avec l'école et d'essayer d'évaluer finalement quel peut être le poids de chacune de ces influences pour mieux agir, par la suite.